à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième session de ce séminaire sur la santé, l'urgence sanitaire et l'accès aux vaccins. Un petit rappel pour ceux qui étaient avec nous les sessions dernières et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons un système d'interprétation et de traduction simultanée. Vous pourrez avoir accès à cette traduction simultanée en bas à droite de votre écran en choisissant la langue de votre prédilection, soit le français et l'espagnol. Et vous pourrez aussi couper, si vous voulez, l'audio original. Ceci est pour la partie technique. Je voudrais remercier Dra Claudia Patricia Vaca González et le professeur Jérôme Peigné pour leur participation aujourd'hui. Également, nous avons avec nous Caroline Legofic, qui est co-directrice de l'Institut du droit de la santé de l'Université de Paris, monsieur le professeur Daniel Scott Algara, qui va modérer cette session de l'Institut Pasteur et membre de Colifri. Je suis moi-même Fabrice Gallia, co-coordinateur du comité académique de Colifri France, et je représente Léo Dazon, le président de Colifri France, qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Et nous avons aussi avec nous M. Efraín Fandiño, qui est coordinateur de cet événement, membre de Colifri France et membre de l'IDS. Pour vous rappeler qu'au nom de Colifri, en tant que co-coordinateur du comité académique, c'est un grand plaisir d'introduire ce troisième volet sur l'accès aux vaccins, avec deux présentations aujourd'hui que va nous présenter dans quelques instants le professeur Daniel Scott Algara. Et je tiens à remercier bien évidemment les organisateurs sans qui tous ces événements n'auraient pas été possibles, c'est-à-dire l'IDS, l'Institut du droit de la santé, l'Université de Paris, qui est un laboratoire labellisé INSERM, l'Institut Pasteur et Colifri. Et je voudrais vous rappeler que ces séminaires, ces webinaires, de façon virtuelle, puisque nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer physiquement, ont pour objectif de nous rencontrer, d'être une plateforme d'échange au sein de nos trois institutions, que ce soit Colifri, l'IDS et l'Institut Pasteur, de permettre de rapprocher les comités scientifiques et de permettre aussi de réaliser des contacts pour des collaborations de recherche internationales, binationales, que ce soit franco-colombienne ou colombo-française. Dans ce cadre-là, nous souhaitons aussi, ça c'est la phase 1, la phase du webinaire en tant que tel, et ensuite dans une phase 2, si on peut passer à la slide suivante, pour une phase 2, nous avons aussi l'intention de ne pas en rester là, c'est-à-dire de pouvoir construire un projet de long terme, un projet qui pourra justement rassembler nos deux pays, en tout cas renforcer la communauté scientifique, académique et des étudiants aussi qui nous ont rejoints aujourd'hui ou les sessions précédentes. Lors des différentes sessions, par la création d'un livre blanc. Nous avons aussi l'intention de formaliser des collaborations internationales pour pouvoir répondre à des appels à projets internationaux, européens, et aussi de proposer aussi des cours ou des formations à des étudiants labellisés Colifri, IDS, Institut Pasteur, pour que justement ce sujet d'actualité puisse avoir des réponses tangibles et concrètes dans les mois et dans l'année qui va s'écouler, qui va se terminer avec cette année un peu particulière et l'année 2021, souhaitons-le, sur de meilleurs auspices, en tout cas que nous soyons tous en bonne santé. Sans attendre, je laisse la parole à mon collègue, le professeur Daniel Scott Algara de l'Institut Pasteur, qui va nous présenter nos deux participants d'aujourd'hui. Daniel, la parole est à toi. Oui. Merci Fabrice. Bien, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Comme a dit Fabrice, bien, c'est notre troisième journée des séminaires. Aujourd'hui, bien, c'est un sujet qui est un petit peu chaud actuellement. C'est que c'est la vaccination et les vaccins, et que naturellement, depuis des années, on aimerait bien que l'accès aux différents vaccins soit en égalité dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Et merci aux conférenciers qui vont exposer les points de vue de chacun et chacune cet après-midi, ce matin pour la Colombie. Et tout d'abord, je vais présenter le professeur Jérôme Peigné, qui est ancien directeur de l'Institut des droits et santé, professeur à la faculté de pharmacie
de l'Université de Paris et docteur en pharmacie et droit. Il est spécialisé dans les droits des produits de santé. C'est de ça qu'il va nous parler, en fait. Il est membre du comité de rédaction de la revue du droit sanitaire et social RDSS dans les éditions Dalloz. Merci beaucoup, professeur Peñé, et je vous donne la parole. Je vous remercie. Buenos días à tout le monde. Je suis désolé de ne pas pouvoir m'exprimer dans votre langue, mais les services d'interprétation sont là pour ça. Alors, je vais partager mon écran avec cette présentation. Donc, j'espère que tout le monde la voit, oui? Oui, c'est parfait. Oui, oui, oui. Vous pouvez la mettre en plan écran? Voilà. Voilà. Ça doit être bon, là. Oui. Alors, écoutez, moi, je n'avais pas vraiment de consignes. En tout cas, je n'avais pas vraiment reçu de consignes sur cette présentation. Il va de soi qu'on était d'accord qu'on parlerait incidemment et peut-être même majoritairement de la crise de la Covid. Mais avant de parler de la crise de la Covid, qui est quand même assez exceptionnelle, je voulais revenir sur pas mal de petits problèmes qui sont liés au droit à la fois français et au droit européen, parce que la mise sur le marché des médicaments dont font partie les vaccins implique un double droit. Et c'est très compliqué à comprendre déjà pour les Françaises, les Français, les Européens en général. Je pense que ça l'est encore plus pour les personnes en dehors. Et donc, je voudrais revenir justement sur ce système d'accès aux médicaments, d'accès aux vaccins, sur le plan juridique, regarder l'organisation générale de ce système, avec d'un côté la part consacrée au droit de l'Union européenne. Alors là, on parlera plutôt de l'autorisation de mise sur le marché. Et puis la part qui relève du droit national, donc pour nous la France, mais pour tous les autres États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire les questions de prise en charge par les systèmes de protection sociale. C'est assez binaire, mais parfois ça se recoupe. Alors c'est un petit peu compliqué, donc j'espère que je vais essayer d'éclaircir tout cela. Et puis évidemment, on parlera, si vous voulez, du cas particulier des vaccins anti-Covid. Alors la question de l'accès, vous aurez remarqué qu'on utilise une expression qui est utilisée notamment en anglais et qui est reprise dans le monde industriel de market access, d'accès au marché. Alors, il faut essayer de la décrypter, cette notion d'accès au marché. C'est d'abord un problème du point de vue des industriels. Accéder au marché, c'est accéder évidemment à un moyen de commercialiser son produit et ensuite, évidemment, de trouver les modalités de financement. Donc, en fait, c'est là encore, vous voyez, c'est binaire. Vous avez la question de la mise sur le marché, qui va être une question qui, en droit européen, va être réglée par le droit européen. Donc, c'est les questions d'autorisation de mise sur le marché. Donc, ici, c'est le droit de l'Union européenne qui est compétent à 90%. Et puis, vous allez avoir le point de vue de l'accès à ces produits et qui suppose des systèmes de financement, donc des systèmes de protection sociale, d'assurance sociale. Et ici, c'est le point de vue des patients. Pouvoir accéder à des produits qu'on ne pourrait pas se payer normalement et qui va mobiliser des techniques d'assurance collective ou personnelle, mais enfin, en tout cas pour ce qui concerne la France, c'est une technique d'assurance collective mutualisée, donc c'est notre fameuse sécurité sociale. Donc assez schématiquement, la question de l'accès au marché au sens strict, ça va être l'autorisation de commercialiser son produit, l'autorisation de mise sur le marché, parce que sans autorisation de mise sur le marché, aucun médicament ne peut être commercialisé. Donc, la première étape,
pour accéder à un marché, c'est déjà d'avoir l'autorisation d'aller sur ce marché au sens juridique, d'avoir une autorisation par une autorité compétente. Et tout ce droit-là, je vous l'ai dit, à plus de 90%, est régi par le droit de l'Union européenne. Avec un système, là encore, qui se dédouble. Vous voyez, c'est à chaque fois des systèmes de dédoublement, puisqu'on va avoir des AMM européennes, on appelle ça une AMM centralisée, puis des AMM nationales. Alors, on parlera évidemment du cas très particulier de ce qui se passe en ce moment pour le vaccin ou même les médicaments anti-Covid. Et puis, une fois que le médicament a reçu son autorisation, à supposer, mais c'est quand même la grande majorité des nouveaux médicaments, qu'on veuille qu'ils soient pris en charge par un système d'assurance sociale, là, c'est le droit des États membres qui reprend sa première place et qui vient décider si on rembourse, dans quelles conditions on rembourse, on prend en charge, à quel prix, si on contrôle les prix. Et alors là, tous les systèmes nationaux des États membres sont différents. Et c'est ce qui rend évidemment l'appréhension de ce système assez compliquée parce que c'est un savant mélange de droit de l'Union européenne et de droit national. Et je rappelle que l'Union européenne, c'est quand même 27 États membres, bon 28, mais on peut officiellement enlever le Royaume-Uni, comme vous le savez, puisque officiellement, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne, donc il y a 27 États membres. On verra également, je vous l'indiquerai, mais tout ce qui est politique de vaccination relève aussi de la compétence des États membres. Alors, c'est très difficile de parler de droit de l'Union européenne en quelques minutes, donc j'ai fait quelques diapositives en essayant de vous expliquer comment fonctionne tout ce système du droit de l'Union européenne en matière de santé. Vous avez actuellement un traité qui régit le droit de l'Union européenne qu'on appelle le traité de Lisbonne, qui date de 2007, qui est entré en vigueur en 2009. En fait, ce traité, c'est deux traités. Donc, l'Union européenne est organisée par deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, TUE en français, TFUE. Ce sont les traités de base, les traités fondamentaux qui régissent les compétences entre l'Union européenne, qui est une... C'est difficile de la caractériser, on a du mal à dire que c'est un État fédéral. L'Union européenne est parfois sur certains aspects État fédéral, sur d'autres c'est plutôt un État confédéral. En tout cas, il y a une personnalité juridique de l'Union européenne et l'Union européenne est composée de ses États membres avec des institutions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais nous avons un Parlement européen, un Conseil de l'Union européenne, une Commission européenne, une Cour de justice. Il y a toute une série d'institutions qui font fonctionner l'Union européenne et en relation avec chaque État membre, c'est-à-dire les gouvernements et les parlements nationaux, et également les juridictions nationales. Alors, on a quelques principes d'organisation de ce système. L'Union européenne ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Et le principe qu'on connaît un petit peu, qui est celui de la subsidiarité, l'Union européenne ne peut intervenir que quand son action est plus efficace. Ça va être intéressant de voir que dans la crise du Covid, c'est ce principe-là qui a été utilisé, évidemment, puisque l'Union européenne est intervenue. Quand vous regardez le traité de Lisbonne, vous avez un système de répartition de compétences entre l'Union et les États membres. Alors, je vous ai donné ici les trois types de compétences. Vous avez des domaines dans lesquels l'Union européenne est totalement compétente. Elle a une compétence exclusive. C'est bien entendu la politique de la monnaie pour l'euro, pour les États membres qui participent à l'euro, tout ce qui est union douanière, la politique de concurrence, les accords commerciaux. Intéressant de voir les accords commerciaux, car derrière les accords commerciaux, vous savez, vous avez notamment l'OMC. Et dans le cadre de l'OMC, vous avez l'accord de Marrakech de 1994, vous savez que vous avez une annexe à cet accord qui organise un accord propre à la propriété industrielle. Vous avez dû en parler sans doute dans un webinaire précédent, les accords TRIPS en anglais ou ATPIC en français, les accords TRIPS qui définissent les règles internationales de la propriété intellectuelle et notamment du droit des brevets. Ça veut dire que si on négocie en ce moment, et c'est ce qui est en train de se faire au sein du Conseil TRIPS, c'est l'Union européenne qui remplace tous les États membres de l'Union européenne dans le cadre de la négociation des dérogations temporaires qu'on pourrait avoir au droit des brevets, par exemple. Bon. Vous avez des domaines de compétences partagés.
Je vous ai mis ici toute une série de domaines dans lesquels il y a des compétences partagées. C'est quand même assez important. Alors, c'est évidemment souvent lié à l'économie, bien entendu. Et vous voyez apparaître la santé publique. Donc, il y a une compétence officielle consacrée de l'Union européenne en matière de santé publique. Et je vais vous l'indiquer tout à l'heure, c'est essentiellement les produits de santé, les médicaments notamment. Et puis, on vous dit, vous avez un troisième type de compétence où là, l'Union européenne est en retrait, elle agit d'une manière secondaire, complémentaire, on appelle ça la compétence d'appui. Et ici, l'Union européenne peut aussi s'intéresser à la santé, à côté d'autres domaines. Donc, voilà comment nos traités organisent les relations entre l'Union européenne et les États membres, des compétences exclusives, partagées ou d'appui. Et vous remarquerez que la santé publique est à la fois… Alors, ça n'est pas une compétence exclusive, ça on s'en serait rendu compte, ça veut dire que la crise aurait été gérée et toutes ces questions seraient exclusivement gérées par l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. En revanche, vous avez une compétence partagée sur un certain nombre de problèmes, et notamment, on va le voir sur les questions de médicaments ou de produits, et puis on verra également les questions liées à la santé publique. Donc, vous avez un seul article, hein, ce n'est pas énorme, un seul article dans le traité consacré à la santé. C'est l'article 168. Donc, si vous lisez le traité, le TFUE, hein, le grand traité sur l'Union européenne, enfin sur le fonctionnement de l'Union européenne, cet article vous dit quoi? L'Union européenne doit respecter les responsabilités des États en ce qui concerne les politiques de santé, l'organisation des systèmes de santé, des services de santé. Donc, on vous dit quand même très clairement que ce sont les États qui mettent en place leurs hôpitaux, leurs systèmes médicaux, d'infirmières, etc., etc. Hein, l'organisation du système de soins relève de la compétence des États et pas de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a quand même une compétence d'appui, comme je l'indiquais. Et elle a notamment une compétence d'appui dans certaines politiques de santé, notamment sur la lutte contre les grandes pathologies ou certaines dépendances, hein, toxicomanie, tabagisme. Et aussi, c'est indiqué dans le traité, sur la surveillance des menaces transfrontières graves. Et ça concerne notamment les épidémies. Donc, il est clairement dit dans le traité que l'Union européenne est compétente en matière d'épidémie et a fortiori de pandémie. Et vous avez eu, sur le fondement de ce texte, ce qu'on appelle des textes de droit dérivé. Donc, l'Union européenne, quand elle est compétente, elle adopte des textes, soit des règlements, soit des directives, soit des décisions. Ce sont un peu, si vous voulez, les lois de l'Union européenne, mais elles portent un autre nom. Les règlements, les directives et les décisions sont adoptés soit par le Conseil et le Parlement, soit par le Conseil ou parfois par la Commission, peu importe. Là, vous avez un exemple de ce qui a été fait, par exemple, en 2004. Donc, vous voyez que 2004, hein, c'est juste après la crise du SARS-CoV-1. Et on a créé dans l'Union européenne un CDC à l'européenne, si vous voulez, hein, l'équivalent du centre d'Atlanta sur le centre de prévention et contrôle des maladies. On a fait ça sur ce fondement-là. Et puis également, en 2013, en fait, ça avait été fait avant, mais le texte actuel date de 2013, on a une décision spéciale du Conseil sur les menaces transfrontières graves qui permet de mettre en place des passations conjointes de marché pour acheter des contre-mesures médicales et notamment acheter des produits ou autres. La compétence partagée. L'Union européenne est compétente, donc elle va adopter, je vous le disais, des directives, des décisions ou des règlements pour régir, encadrer des produits. Donc, l'Union européenne elle a une compétence d'appui pour certaines politiques de santé publique, mais elle a une vraie compétence pour réglementer les produits. Donc, il n'y a pas une Union européenne de la santé, on ne peut pas dire cela, mais on peut dire qu'il y a une Union européenne pour les produits à finalité sanitaire, les produits, et parmi lesquels on va retrouver les médicaments. Donc, vous avez ici tous les produits, et je vous ai même mis à côté les textes actuels en vigueur qui organisent le droit de tous ces produits, c'est-à-dire qu'en matière d'organes, on a une directive qui organise la sécurité et la qualité pour les organes, pour les tissus, le sang, etc. L'Union européenne s'intéresse aussi aux médicaments vétérinaires, au domaine phytosanitaire, c'est-à-dire les biocides, les produits phytopharmaceutiques. C'est également l'Union européenne qui a organisé de nouveaux règlements en matière
dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et l'Union européenne est évidemment compétente en matière de médicaments. Voilà le fondement juridique. Donc, je vous ai donné les deux textes qui aujourd'hui régissent le droit du médicament, la directive 2001/83 et le règlement 726/2004. Le règlement 726/2004 a créé, il a repris ce qu'avait fait un règlement de 1993 qui avait créé une agence européenne du médicament, qui avait d'ailleurs été à l'origine installée à Londres, mais depuis le Brexit, elle a été déménagée à Amsterdam, et qui met en place ce que l'on appelle une procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors, cette procédure centralisée, donc quand je dis centralisée, c'est l'Union européenne qui va se substituer à tous les États pour autoriser la mise sur le marché des médicaments. Cette procédure, nous dit le règlement, elle est obligatoire pour certains médicaments, notamment les médicaments issus de certains procédés biotechnologiques. Donc, ça peut être des technologies à base d'ADN. Si vous faites un vaccin à base d'ADN, vous devrez passer par la procédure d'ADN ou d'une séquence nucléique ou d'ARN, une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Les anticorps monoclonaux, ce sont les médicaments orphelins, c'est-à-dire les médicaments destinés à quelques malades, à des catégories de patients réduites. Et puis surtout les thérapies avancées, thérapie génique notamment, j'y reviendrai, puisque les vaccins, certains vaccins ont le statut de thérapie génique. Donc ce seront des AMM qui seront obligatoirement gérés par l'Union européenne, son agence et la Commission européenne. Et puis d'une manière plus générale, tous les nouveaux médicaments, les médicaments innovants, qui sont indiqués dans le traitement de certaines grandes maladies. Et vous voyez que ce sont les maladies en fait les plus importantes, le sida, le cancer, le diabète, les maladies neurodégénératives de type Alzheimer, les maladies virales. Et on vous dit également que la procédure d'AMM est facultative pour les autres médicaments innovants. Donc, vous voyez tout l'attrait qu'il y a au niveau de la procédure centralisée, c'est-à-dire que l'Union européenne s'occupe quand même des médicaments innovants. Et qu'accessoirement, les États membres redeviennent compétents. Alors, cette procédure-là, on l'appelle la procédure décentralisée d'autorisation de mise sur le marché. Et cette procédure est un peu plus compliquée parce que vous avez une AMM qui va être délivrée au plan national par un État membre, mais qui va impliquer d'autres États qui vont reconnaître l'AMM délivrée par un État membre. Donc, par exemple, c'est l'Allemagne qui va gérer le dossier d'AMM pour un médicament et tous les autres pays dans lesquels le médicament est potentiellement commercialisable vont être impliqués avec cette agence du médicament et qui devra à la fin éventuellement reconnaître l'AMM. Il peut y avoir des blocages, donc c'est une procédure un peu compliquée. Dans ce cas-là, l'affaire remonte à l'agence européenne qui a un rôle d'arbitre entre les agences nationales. Vous voyez, ce sont des procédures assez compliquées. Pour les médicaments qui sont déjà commercialisés, on a le même système. Et dans ce cas-là, si vous voulez étendre sa commercialisation dans un autre État de l'Union européenne, vous demandez une reconnaissance mutuelle de cette autorisation de mise sur le marché. Et là encore, s'il y a des blocages, ça sera à l'agence européenne et à la Commission de trancher les désaccords. Alors, il existe dans le règlement de 2004 une disposition qui prévoit, qui renvoie à un règlement de la Commission, le soin de définir une procédure d'AMM conditionnelle. Donc, pour les AMM européennes centralisées, il y a une procédure d'AMM conditionnelle qui répond à 3 grandes catégories de médicaments. Les médicaments orphelins, donc ceux pour lesquels il y a très peu de malades, les maladies rares, les médicaments destinés aux maladies graves dans le cadre d'un usage compassionnel, et puis, vous le voyez, les médicaments destinés aux situations d'urgence. Et il est très clairement indiqué dans le texte que ça répond notamment aux questions liées à des épidémies ou même des pandémies. Donc, c'est évidemment cette procédure qui est aujourd'hui utilisée pour la mise sur le marché des vaccins. Et il se trouve qu'on ne peut pas être plus dans l'actualité, puisque si vous avez vu, c'est la presse française aujourd'hui, je pense qu'elle est en Europe et peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas dans les États membres de l'Union européenne, ça a fait la une de pas mal de journaux. Les 2 laboratoires américains, Pfizer et Moderna, ont officiellement hier déposé leur demande d'AMM conditionnelle à l'Agence européenne des médicaments. Voilà,
Donc, ça correspond à cette procédure-là. Alors, je vous ai rappelé ici les conditions pour qu'on puisse obtenir une AMM conditionnelle, mais il est clair que la situation actuelle répond à ces conditions. J'ai quand même souligné, par exemple, que ça ne concerne pas que les vaccins, puisque ça peut concerner éventuellement les traitements curatifs, les traitements, c'est-à-dire les médicaments antiviraux, et qu'il y a déjà eu une AMM conditionnelle qui a été accordée cet été, en juillet, pour le médicament de Gilead, que vous connaissez sans doute, qui est le Remdesivir. Et il se trouve qu'il y a des débats à l'heure actuelle sur les conditions dans lesquelles a été accordé cet AMM conditionnel au médicament Remdesivir. Donc, la presse commence à instruire et à se demander dans quelles conditions le médicament a pu obtenir une autorisation, alors que l'OMS semble contre-indiquer son autorisation, en tout cas son utilisation dans la Covid, ne serait-ce que parce que les études cliniques n'ont pas été suffisamment pertinentes. Donc, on commence à avoir des débats. Donc, vous voyez le risque que l'on a à déroger aux conditions générales de l'autorisation de mise sur le marché en passant par des AMM conditionnels. Donc, cette procédure sera applicable évidemment aux vaccins qui sont en cours, que ce soit les vaccins actuellement, les deux premiers, c'est-à-dire les vaccins à base d'ARN messager, ceux de Moderna ou Pfizer, ou d'autres vaccins qui seront développés par la suite, passeront sans aucun doute par cette procédure. Une fois que le médicament a son autorisation de mise sur le marché ou éventuellement son autorisation conditionnelle, je ne l'ai pas indiqué, mais l'autorisation conditionnelle, c'est 1 an. Et elle se renouvelle, mais elle n'a pas vocation à rester conditionnelle. Elle doit normalement se transformer en AMM. Si le médicament présente un rapport bénéfice favorable, l'AMM, soit l'AMM conditionnelle sera retirée, soit alors elle sera transformée en une AMM normale et le médicament pourrait être commercialisé. Donc, on va partir de cette hypothèse. Le médicament est autorisé, et si c'est une autorisation de mise sur le marché européen, il est autorisé d'office dans tous les États membres. Donc, vous voyez, c'est un accès au marché énorme, puisque avec une autorisation administrative délivrée, alors formellement, je ne l'ai pas dit, ça c'est la Commission européenne qui délivre l'AMM. C'est l'agence qui évalue le dossier, mais c'est la Commission installée à Bruxelles qui va formellement prendre une décision qui accorde ou qui refuse l'autorisation de mise sur le marché. Et il a d'ailleurs été prévu dans les textes de raccourcir tous ces délais parce que vous voyez, il faut passer d'une institution à l'autre. Donc, ce n'est pas l'agence qui délivre, c'est la Commission. J'entends trop souvent raconter que c'est l'agence européenne qui délivre les AMM. C'est faux. C'est la Commission européenne, donc l'exécutif de l'Union européenne, qui délivrera l'AMM conditionnelle aux vaccins et aux médicaments anti-Covid éventuellement. Une fois que cette question est acquise, il revient aux États membres de définir les conditions de prise en charge de ces médicaments. Donc là, on rebascule dans l'échelon national. Chaque État va définir quelle est sa stratégie, sa législation pour prendre en charge un médicament au regard de son système de protection sociale, de son système d'assurance maladie. Alors en France, vous avez un système sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais il est un petit peu particulier. Il est très différent du système allemand, il est très différent du système de l'ancien, du système britannique, qui étaient les modèles, je dirais, les plus courants. En France, il y a une évaluation de ce qu'on appelle le service médical rendu par le vaccin, généralement un médicament, et qui se fait par une commission d'une instance qu'on appelle la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est elle qui évalue le service médical rendu par le médicament, et ensuite, ce sont les ministres qui vont décider ou non de son inscription sur une liste des produits qui peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Et là, c'est ce qu'on peut appeler l'accès au marché, mais l'accès au financement de votre produit par la pompe à finance qui est l'assurance maladie. Car n'oubliez pas que ce qui est intéressant pour un laboratoire, c'est pas, il faut d'abord obtenir l'autorisation de mise sur le marché, mais il faut surtout obtenir un mode de financement par un bailleur de fonds, par un système de financement, et ce sont les systèmes de protection sociale qui assurent le financement des médicaments, et donc le financement du marché, qui va solvabiliser évidemment le marché pharmaceutique. Et c'est donc une décision très importante.
Ça veut dire quand même que très souvent pour les laboratoires, de fait, quand ils parlent de l'accès au marché, très souvent, ils parlent plutôt de cette décision des autorités nationales de prendre en charge ou ne pas prendre en charge le médicament. La question de l'AMM, elle est, je dirais, très préalable et elle est finalement secondaire. Je peux vous donner un exemple. Il faut savoir que vous avez des thérapies géniques qui ont été autorisées par la Commission européenne et qui finalement n'ont jamais été prises en charge par certains États membres, et notamment par la France. La première thérapie génique ou cellulaire, ce qu'on appelle les thérapies innovantes, vous en avez certaines qui n'ont pas été prises en charge par l'assurance maladie, estimant que le service médical rendu était insuffisant. En France, et ce n'est pas le cas de tous les pays, il faut savoir qu'en parallèle de cet accès au marché, c'est-à-dire accès au remboursement, à la prise en charge, on va organiser la négociation sur le prix. Et c'est devant une autre instance que le prix du médicament, vaccin ou autre, va être négocié avec une structure interministérielle qu'on appelle le Comité économique des produits de santé. Donc c'est cette instance qui négocie avec les laboratoires le prix et qui fait éventuellement évoluer le prix de ces produits. Et ça, c'est une particularité parce que tous les pays ne réglementent pas le prix des médicaments. Dernier point pour les vaccins, la politique vaccinale est une compétence des États. Et là, vous avez beaucoup de différences. Vous avez des États qui vont déjà décider de rendre obligatoires certaines vaccinations. C'est le cas de la France ou de l'Italie. Ce sont des États qui imposent des vaccinations obligatoires, contrairement à d'autres pays qui n'acceptent pas le principe de l'obligation vaccinale. Alors, ça pose des questions juridiques, mais je vous l'indique. Je sais qu'il y a quelques années, la Cour constitutionnelle de Colombie avait déclaré l'obligation vaccinale inconstitutionnelle, dans mon souvenir. C'était il y a 4-5 ans, je ne sais plus, vous me confirmerez. Mais sachez qu'en France, en 2015, le Conseil constitutionnel a validé le principe. C'est une décision qui a fait le tour du monde parce que c'est assez difficile à comprendre pour certains juristes de tous les autres pays. Mais en France, le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnel le principe de l'obligation vaccinale. Bon, la question ne se posera pas pour le vaccin anti-Covid puisqu'il a été décidé pour le moment de ne pas le rendre obligatoire. Mais sachez que nous avons en France, pour les vaccinations notamment infantiles, pédiatriques, 11 vaccinations obligatoires. Et l'Italie en a 12. C'est les 2 pays européens qui imposent des vaccinations obligatoires. Le calendrier vaccinal, la population cible, la distribution des vaccins, toutes ces questions-là relèvent de la compétence des États membres. Voilà un petit peu le tableau que je voulais dresser avec vous sur l'organisation du système de la mise sur le marché et de la prise en charge des vaccins qui sont des médicaments, alors certes pas comme les autres, puisqu'évidemment les vaccins sont destinés à des personnes qui ne sont pas malades, donc ils ont toujours ce côté un peu particulier. Vous le voyez, dans le droit de l'Union européenne, c'est par exemple une distinction qu'on a avec les États-Unis. Les vaccins sont pratiquement considérés comme des médicaments de droit commun, ils subissent la même procédure. Vous savez qu'aux États-Unis, les vaccins ont un statut qui est celui de produit biologique et ils relèvent d'une autre législation officiellement. C'est assez compliqué de mettre en place le droit. Alors, c'est la FDA qui s'en occupe, bien entendu, mais ce sont des comités différents parce que les législations, pour des raisons historiques, sont différentes. Ça n'est pas le Food, Drug and Cosmetic Act qui s'applique aux vaccins, c'est la loi sur les produits biologiques qui relève en réalité de la grande loi de santé publique de 1944 aux États-Unis. En Europe et en France, les vaccins sont des catégories particulières de médicaments et ils sont soumis au même régime. Et il faut évidemment ensuite voir, ce schéma, vous n'avez pas dans le diapo, mais je passe, le cas particulier donc, du Covid. Alors, je terminerai là-dessus. Évidemment, les vaccins anti-Covid sont dans des situations dérogatoires. Il faudra une autorisation de mise sur le marché, qui sera une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Mais la question, évidemment, du financement, de la mise à disposition du public va faire l'objet de procédures dérogatoires et ça va se passer comme ça dans tous les pays du monde. On ne va pas être, évidemment, dans le droit commun. Je voulais juste vous indiquer le fondement juridique, quand même, de la compétence de l'Union européenne en matière de vaccins contre le Covid. C'est un règlement qui a été adopté en avril et qui est en fait le règlement lié à l'aide d'urgence dans l'Union européenne, qui peut être utilisé quand il y a une catastrophe, on peut imaginer une grande catastrophe climatique ou autre.
Donc, l'aide d'urgence de l'Union européenne a été activée pour financer la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et c'est dans ce cadre-là que des dérogations ont été introduites pour que l'Union européenne fasse les commandes, les précommandes, donc les contrats d'achat anticipé de vaccins. Donc, à ma connaissance aujourd'hui, l'Union européenne a fait une passation de marché centralisée pour 6 accords. Donc, il y a 6 contrats à l'heure actuelle, il va y en avoir d'autres, d'achat anticipé de vaccins, et avec un plafond, là encore, qui déroge aux règles budgétaires de l'Union, qui a été fixé initialement à 2,7 milliards d'euros. Ça veut dire que les États ensuite seront les acquéreurs finaux. Ce n'est pas l'Union européenne qui paiera, ce sont bien les États, mais elle a sécurisé les achats préalables de ces vaccins auprès de 6 laboratoires pour le moment. Et vous avez une clé de répartition entre tous les États membres. Donc, dans cette précommande de vaccins, la France, au prorata de la population, ça sera 15% de la commande auprès de Pfizer, Moderna et AstraZeneca et les autres et les autres. Voilà comment ça va se passer. Il a quand même été prévu des dérogations. J'en cite quelques-unes. Il y aura évidemment une autorisation accélérée. On pourra déroger aux règles linguistiques. Autrement dit, la notice, l'étiquetage des vaccins anti-Covid, il y a de grandes chances qu'elle ne soit qu'en anglais. On ne va pas exiger, parce que l'Union européenne, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas plus le français ou l'espagnol. Ce sont toutes les langues des États membres qui sont officiellement reconnues. Donc, il faut voir que ça complique un petit peu parfois les choses. Donc là, on va déroger aux règles linguistiques sur l'étiquetage. Et puis, on va également déroger aux règles sur le droit environnemental, puisque, comme vous le savez peut-être, vous avez certains vaccins qui sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. C'est le cas évidemment des vaccins thérapie génique, les vaccins à base d'ARN messager. Et on a dérogé à la législation sur les OGM pour permettre d'accélérer les essais cliniques. Voilà un petit peu les conditions dans lesquelles l'Union européenne va s'occuper du Covid. Alors, l'Union européenne travaille évidemment avec l'OMS, est en relation avec l'OMS, elle participe à les campagnes de financement, de discussion. Je vous ai mis ici toute une série d'éléments, mais ça, c'est le volet international sur lequel peut-être on reviendra par la suite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur Peigné. Merci pour ce point sur la mise sur le marché des vaccins et de nous montrer la complexité des procédures européennes et aussi des procédures nationales. Vous savez que ça montre la difficulté pour mettre en place un vaccin dans une situation d'émergence comme aujourd'hui. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va passer à la présentation suivante. Et après, on fera une discussion commune. Et comme ça, on verra les points de vue du professeur Peigné avec les professeurs Claudia Vaca. Bienvenue, Claudia. Claudia est directrice du Centre de réflexion médicaments, information et pouvoir de l'Université nationale de Colombie. Elle est professeure de la faculté de pharmacie de l'Université nationale de Colombie et elle est spécialisée en pharmacoépidémiologie. Elle est aussi membre du comité d'experts en pharmacovigilance auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Et je vous invite à passer votre présentation en plein écran. Professeur Vaca. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por esta. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et merci, professeur Peigné, pour les informations si complètes que vous nous avez présentées. Je voudrais commencer par vous dire ce que nous faisons dans notre think tank, si vous voulez, notre centre de réflexion. Eh bien, nous parlons de l'accès aux médicaments, aux technologies, de leur utilisation rationnelle et je souhaite vous présenter un projet que nous avons mis en place dans le cadre de la pandémie. Il s'agit d'une initiative qui rassemble des informations de caractère stratégique sur les traitements, sur les vaccins contre la COVID-19, afin de permettre aux décideurs
au milieu de ce qui est une infodémie, comme cela a été dit, de prendre les décisions les plus justes possibles. Cette initiative s'inscrit dans notre stratégie DIME, c'est-à-dire des décisions bien informées sur les médicaments et les traitements, et c'est une communauté de pratique qui rassemble des universitaires, des experts, des leaders d'opinion, et vous voyez au bas de la page le lien qui vous permet d'accéder à plus d'informations. Je vais m'adresser à vous sur deux grandes lignes. D'abord, les bonnes nouvelles dont nous disposons sur les vaccins en particulier, et ensuite les moins bonnes nouvelles pour peut-être suggérer quelques stratégies de sortie qui permettraient de garantir l'accès à certains produits thérapeutiques qui sont extrêmement importants. Et je parlerai également de certains développements de la recherche en matière de pharmacologie qui peuvent être intéressants. Alors, 3 bonnes nouvelles pour commencer, qui sont parues au cours des 3 dernières semaines. La première nous donne des éléments pour une meilleure gestion de la pandémie. Les personnes qui sont contaminées de façon naturelle par leurs activités vont probablement avoir accès à une immunité de long terme, de 8 mois ou plus, compte tenu des suivis qui ont été faits récemment. Il y a certains cas relativement rares de réinfection ou de réponse immunitaire de court terme, mais en général et en principe, l'immunité pour les personnes qui ont été atteintes du coronavirus de façon naturelle est en général assez longue. Donc, les vaccins, espérons, pourront être utiles. Cependant, il est essentiel que les vaccins permettent une durée de réponse immunitaire beaucoup plus longue que celle qui est proposée ou que l'on obtient par une contamination, une contagion naturelle. La deuxième concerne l'ultra-efficacité qui est cependant autodéclarée dans la presse et non pas publiée dans des articles scientifiques ni à travers les mécanismes utilisés habituellement par la communauté scientifique. L'ultra-efficacité, je vous disais donc, de 2 vaccins celle de Pfizer et celle de Moderna à plus de 90% et une autre, celle d'AstraZeneca, qui ont publié des données de phase 2 et phase 3 dans des revues scientifiques. Et troisièmement, Pfizer et Moderna ont annoncé la présentation de leur dossier visant à obtenir la procédure d'homologation accélérée, la procédure d'urgence de la FDA et la procédure accélérée de l'Union européenne. Cependant, certaines revues scientifiques telles que The Lancet a attiré l'attention sur le manque de transparence de certaines des informations scientifiques liées à ces annonces et ont annoncé qu'elles espèrent voir moins de complaisance et plus d'indépendance de la part de certaines agences réglementaires. Et ces revues ont souligné l'importance de ces 2 aspects, donc moins de complaisance et plus d'indépendance de la FDA et de l'Agence européenne, puisque les mécanismes d'homologation vont devoir être appliqués de façon très stricte, comme nous venons de l'entendre. Cette petite infographie a été préparée par notre équipe pour
annoncer les différents niveaux de développement et les annonces qui ont été faites. Donc, le vaccin de Pfizer, le vaccin russe, le vaccin de Moderna et le vaccin d'AstraZeneca, qui a été développé en partenariat avec l'Université d'Oxford et une bonne dose de fonds publics, et celle de Pfizer avec des fonds importants du gouvernement allemand. Donc, voici les pays qui les développent, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et les États-Unis et l'Allemagne, de droite à gauche, les différentes technologies qui sont utilisées. Je vous rappelle qu'il y a plus de 120, 130 projets de vaccins, parfois avec des technologies qui sont très anciennes, les virus atténués ou inactivés, mais les projets qui ont annoncé des résultats le font avec de nouvelles technologies, en particulier AstraZeneca qui utilise le vecteur viral, c'est-à-dire des adénovirus qui transportent l'information afin de provoquer une réponse immunitaire. Le vaccin Sputnik utilise le vecteur viral également, tandis que Pfizer et Moderna utilisent une technologie totalement nouvelle qui s'appelle l'ARN messager, qui consiste à séparer une fraction de l'information génétique du virus qui est transportée dans l'organisme pour y être incorporée par l'intermédiaire d'une formulation spécifique qui, une fois libérée, peut générer un signal particulier au système immunitaire afin de provoquer sa réponse. Ce qui est très particulier dans l'utilisation de ces nouvelles technologies, c'est que bien sûr, il faut être extrêmement vigilant concernant les résultats, les impacts, puisque la disponibilité de vaccins efficaces et sûrs est fondamentale pour garantir une riposte de qualité face à la COVID-19. Vous voyez ici en bas les conditions de stockage de chacun de ces vaccins afin d'en garantir la stabilité. Les vaccins basés sur l'ARN messager, c'est-à-dire une petite portion de protéines qui est extrêmement instable biologiquement, va obliger à un stockage, dans le cas du vaccin de Pfizer, de moins 70 degrés, c'est-à-dire en ultra-congélation, tandis que Moderna parle d'un niveau de stabilité possible entre 2 et 8 degrés pendant quelques semaines, mais pour une stabilité à plus long terme, une température de moins 20 degrés sera nécessaire. Les vaccins basés sur les adénovirus, donc le vecteur viral adénovirus, c'est-à-dire le vaccin russe et le vaccin d'AstraZeneca, imposent, dans le cas du vaccin russe, un stockage à moins 18 degrés et dans le cas du vaccin d'Oxford, entre 2 et 8 degrés. Pourquoi est-ce que je mentionne ce point? Eh bien, c'est un des déterminants de l'accès, c'est-à-dire comment l'infrastructure qui sera nécessaire à la distribution du vaccin pourra finalement avoir un impact sur l'accès. Il y a certaines régions comme la Colombie ou d'autres pays d'Amérique latine ou d'Afrique dans lesquelles il y a des conditions de chaleur extrême dans certaines régions, ce qui rendrait extrêmement difficile la possibilité de garantir la stabilité des vaccins. L'idéal, bien sûr, c'est que les pays qui disposent d'infrastructures pour leur système de vaccins, c'est-à-dire des systèmes universels de vaccination, disposent bien souvent de ces mécanismes et des chaînes de froid, etc. Et il faudrait peut-être donc promouvoir des vaccins qui permettent d'utiliser ces infrastructures déjà existantes et non pas soutenir des vaccins qui imposent l'utilisation d'infrastructures et des chaînes de froid qui imposent des investissements considérables. L'autre grande question est quel est le mécanisme de distribution? Quels sont les critères de priorisation, de hiérarchisation des populations pour l'accès à ce vaccin? Chaque pays va devoir
définir certains aspects, mais en réalité, il y existe déjà un mécanisme multilatéral solidaire qui est coordonné par l'Organisation mondiale de la santé avec CEPI, Gavi, la Fondation Gates, c'est-à-dire la plateforme COVAX, qui permet de garantir une approche collaborative. Donc, COVAX, c'est la plateforme que je vous montre ici, et là, le vaccin de Pfizer n'appartient pas à la stratégie multilatérale COVAX, qui a cependant inclus 9 vaccins. Pfizer n'en fait partie, ils y ont été invités, mais les conditions qu'impose Pfizer en matière de prix pour participer à cette stratégie sont très complexes. Il en va de même pour Moderna. Moderna a demandé à participer à COVAX, mais le mécanisme n'est pas encore tout à fait clair parce que ces conditions s'adressent surtout au marché nord-américain. Donc, dans ce cas-là, la collaboration est plus complexe. AstraZeneca, en revanche, fait partie de la plateforme COVAX et le vaccin russe n'en fait pas partie, mais il a amélioré ses possibilités d'accès à des marchés tels que l'Amérique latine, le Brésil, entre autres, ou la Bolivie, par exemple. Et donc, même s'ils ne le font pas par l'intermédiaire de la plateforme COVAX, il y a déjà des négociations en cours pour l'accès à d'autres marchés. Donc voilà la vue d'ensemble qui vous permet de comprendre les différentes stratégies d'accès possibles. Il y a de nombreux autres projets de vaccins chinois, américains, mais je souhaite compléter ma présentation avec d'autres réflexions. Tout d'abord, l'Amérique latine fait quelques efforts en matière de développement de vaccins qui probablement ne rencontreront pas de succès à court terme, mais ce sont des efforts de développement qui, à un moment ou à un autre, dans le cadre de ces stratégies mondiales, pourraient être amenés à jouer un rôle, par exemple l'Argentine, le Brésil, Cuba, le Mexique, etc. Cependant, il y a d'autres nouvelles, et c'est là le deuxième axe de ma présentation, d'autres nouvelles donc qui ne sont pas si bonnes, et il faut garder donc la tête froide. Il y a encore de nombreuses questions qui n'ont pas encore de réponse. Quel est le niveau de gravité de COVID-19 contre lequel le vaccin protège, la question du blocage de la transmission qui peut être différente en fonction des caractéristiques sociodémographiques. Il y a certains continents comme l'Amérique latine ou l'Afrique dans lesquels les caractéristiques sociodémographiques ou socio-économiques sont extrêmement variées. Combien de temps dure l'effet? C'est une autre question, bien sûr. Les agences américaines et européennes donnent pour le moment apparemment leurs homologations pour des vaccins qui ont des effets très courts en comparaison des effets naturels d'immunité dont je parlais au départ. Un autre point, c'est la stabilité, bien sûr, qui est un aspect intrinsèque de l'efficacité et de la sécurité. Et en dernier lieu, le prix et les conditions de distribution. Il y a de nombreuses limitations, de nombreuses limites aux vaccins d'ARN messager. Par exemple, les licences ou les brevets et les outils biotechnologiques tels que le CRISPR-Cas qui sont utilisés posent un certain nombre de questions. Il y a d'autres alternatives de production telles que celle utilisée par l'Imperial College, la séquence d'alphavirus amplifiée d'ARN. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si il y a aujourd'hui des promesses ou des développements très prometteurs autour de nouvelles technologies, leurs conditions de distribution, de réponse immunitaire, etc., sont peut-être insuffisants et parfois les prix même de ces doses de vaccins, même autour de 10, 15 ou 20 $ par dose, rendent inaccessibles ces vaccins pour certaines régions du monde, en particulier les plus pauvres.
Les vaccins basés sur les vecteurs viraux tels que le vaccin russe ou le vaccin d'AstraZeneca Oxford peuvent être produits plus rapidement et sont beaucoup plus faciles à stocker et leurs prix sont inférieurs. AstraZeneca a indiqué que le prix serait de moins d'$1, tout comme Sputnik. Et ces vaccins sont de 2 doses, ce qui augmente bien sûr le prix des stratégies de vaccination. Ce qu'il faut prendre en compte en matière d'accès, c'est la valeur sociale du vaccin. C'est-à-dire combien de temps la réponse immunitaire dure-t-elle, la production est-elle facile ou pas, compte tenu de l'échelle à laquelle il va falloir assurer la distribution. Cependant, la solidarité ne semble pas être le critère dominant en ce moment. Plus de la moitié des doses ont été déjà achetées de façon anticipée et les pays les plus pauvres seront probablement loin derrière. En Amérique latine, il n'y a pas non plus de capacité de production qui semble être en ligne et en particulier pour les nouveaux vaccins à ARN messager, eh bien, la capacité de production ne se trouve qu'aux États-Unis et en Belgique, pas dans les autres régions. Donc la distribution va être extrêmement compliquée. L'Amérique latine se trouve pour ces vaccins-là dans une situation très complexe. Une autre question concerne les stratégies de vaccination, les groupes de population qui devront être priorisés ou pas. D'ailleurs, je souhaite souligner la proposition qui a été faite par l'Espagne, un code couleur en fonction des zones de contagion de chacun des pays, plus élevées ou plus basses, et pouvoir prioriser les groupes de population également en fonction du droit à la santé, du droit au travail et du droit à l'éducation, c'est-à-dire vacciner les populations qui doivent réellement avoir accès à ces droits en priorité, puisque bien sûr, nous n'aurons pas les moyens de vacciner tout le monde d'une fois. C'est pourquoi il faudra y aller par étapes. Et il a également été suggéré de travailler avec des organisations de la société civile pour rassembler ou collecter des informations utiles qui n'ont pas pu être collectées pendant cette période si courte de recherche pour faire un suivi et ensuite commencer à appliquer la distribution du vaccin à plus grande échelle en fonction de ces données démographiques, de ces données liées aux droits et en fonction des caractéristiques de contagion des différentes régions. Je termine avec 2 ou 3 messages très simples. Tout d'abord, si nous avons effectivement un vaccin, il faut reconnaître que les vaccins sont utiles, mais que ceci ne va pas signifier que nous devions abandonner les autres mesures, les interventions spécifiques, sociodémographiques, les autres aspects tels que l'hygiène, etc. Souvenez-vous du cas de la tuberculose. L'investissement dans les stratégies d'amélioration des conditions de vie socio-économiques et d'hygiène ont réellement été beaucoup plus importantes dans l'obtention d'une solution réelle que l'utilisation seule des médicaments. Le débat le plus important au niveau mondial concerne sans doute la propriété intellectuelle et le transfert de technologies liées aux stratégies de lutte contre la COVID-19. Il est possible, en fonction des modèles qui soient adoptés, que cet aspect soit très lent. L'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé à l'Organisation mondiale du commerce de suspendre partiellement l'application des principes des ADPIC pour les vaccins et toutes les technologies de traitement de la COVID-19 pendant une durée spécifique et dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire accélérer les possibilités de transfert de technologie et l'utilisation de mécanismes de connaissance ouverte ou d'accès libre à la connaissance.
Pour terminer, je souhaite vous dire que même si nous avons des bonnes nouvelles et que nous pouvons être un petit peu optimistes, il nous manque encore beaucoup d'informations. Il y a assez peu de dispositions pour transformer le schéma d'innovation basé sur la propriété intellectuelle pour passer à un mécanisme de solidarité seulement. Merci beaucoup. Excellente présentation. Et réellement, on a eu les deux points de vue. C'est le point de vue côté français, le point de vue côté colombien. Je vais un petit peu rebondir sur la dernière partie. Je pense que nous avons tous en mémoire la bataille qu'il y a eu pour on va dire, pour l'accès global aux médicaments, par exemple, antirétroviraux dans le cas du sida. J'aimerais avoir l'opinion du professeur Jérôme Peigné par rapport à la question qui pose Claudia sur l'accès à tous les pays, on va dire à tout le monde, pour les vaccins contre le Covid. Si on laisse de côté toute la partie des brevets et des législations de protection, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une opinion? Oui. Oui, alors je n'ai pas abordé cette question du droit des brevets. C'est sûr que c'est une des questions les plus importantes, mais qui est déjà sur la table depuis le début, car tout le monde a vu comment ça se passerait. Hein. Il y a les premières questions qui sont l'AMM, il faut obtenir un certain nombre d'actes préalables. Mais à la fin, tout ça va prendre une dimension économique internationale. Et dans la compétition internationale, vous avez ceux qui auront le pouvoir d'acheter les vaccins et ceux qui n'auront pas le pouvoir de les acheter. Alors, est-ce qu'on va faire ce qui a été fait pour le sida avec, vous savez peut-être, ce qu'on appelait la déclaration de Doha de 2001, hein, qui était l'acte fondateur de la dérogation aux accords TRIPS sur les ADPIC, pour accéder au traitement anti-sida en dérogation du droit des brevets. Ça a été long. Alors, je ne vais pas vous dire que le sida, ce n'est pas une maladie d'urgence, parce que c'est aussi grave, peut-être même beaucoup plus grave que la Covid. Mais quand vous voyez les séquences juridiques, hein, la décision des ADPIC, je crois que c'était pris à Cancun en 2003 seulement, et que c'est traduit dans le droit de l'Union européenne en 2006. Donc, vous voyez, entre une déclaration de Doha 2001, il faut au moins 5 ans avant que les textes juridiques arrivent pour qu'on commence à mettre en place les mécanismes de dérogation permettant aux États en développement de produire des médicaments anti-sida par dérogation au droit des brevets. C'est ce qui a été indiqué à l'instant par Claudia. Hein, c'est l'Afrique du Sud. Alors, la présidente du Conseil des ADPIC, dans mon souvenir, elle est sud-africaine. Ça peut peut-être jouer un rôle, mais ils sont en train de négocier cela. Maintenant, je vous indique quand même que les grands États du Nord, à commencer par les États-Unis et l'Union européenne, sont très sceptiques pour l'instant à mettre en place des dérogations provisoires. Ça va être très difficile d'obtenir, vu la pression internationale, des dérogations au droit des brevets dans le cadre des ADPIC, et que l'OMS va sans doute pour l'instant œuvrer par la voie des associations intergouvernementales et de la solidarité entre les États, par toutes les Gavi, etc., la fondation Gates, toutes ces techniques dans le cadre de l'accélération. Je n'en sais pas plus. Hein. Moi, je suis évidemment un observateur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Disons que l'observation de ce qui s'est passé pour les médicaments anti-sida, où la discussion a été très dure avec les États-Unis pour obtenir des dérogations aux médicaments anti-sida, je ne sais pas si ça va être facile à obtenir. N'oubliez pas ici que les deux
à supposer que ce soit il n'est pas impossible que ce soit des vaccins vraiment efficaces et révolutionnaires, pourquoi pas. Ça peut aussi peut-être être beaucoup moins bien que prévu, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais si les vaccins sont réellement efficaces avec peu d'effets secondaires, les laboratoires vont être dans une position de force. Ce sont 2 laboratoires américains qui commandent aujourd'hui les 2 premiers vaccins. Donc derrière, ce sont les États-Unis. Alors en plus, on a un changement d'administration à Washington qui complique les choses. On va perdre du temps. Moi, je ne suis pas sûr, alors qu'on est dans l'urgence, vous voyez, il y a plein de circonstances qui font que ça va être compliqué, mais je ne vois pas une modification des ADPIC, enfin une suspension des dispositions des ADPIC aussi facilement que ça, et je crains malheureusement que ça soit beaucoup plus compliqué que ça pour certains pays d'accéder aux nouveaux traitements parce que les États riches vont se servir en premier. En plus, il y aura l'accès aux doses d'abord. Donc, qui va se servir en premier? C'est la limite, évidemment, d'une pandémie. C'est un fléau international. Ça devrait être géré au plan international, mais il n'y a pas de communauté internationale de la santé. Vous savez comme moi que l'OMS a finalement assez peu de pouvoir. Oui, et l'autre problème qui a été posé… C'est un peu triste, n'est-ce pas? C'est un peu triste, n'est-ce pas, que de savoir si une pandémie d'une telle ampleur n'a pas réussi à modifier la façon dont on s'approche du modèle de recherche biomédicale, n'est-ce pas? Modèle peu efficace pour la production de produits globaux, des biens publics globaux, parce qu'en fait, par définition, même on devrait songer à ça. Et pour la COVID, enfin, comme bien public, si une pandémie n'a pas réussi à transformer cela, n'est-ce pas, et résulte inefficace cette stratégie d'innovation, n'est-ce pas, notamment pour ce type de médicaments et de stratégies. Cela est complexe, naturellement, et triste aussi. Mais je comprends le point dans le sens que, et le 9 décembre, l'Organisation mondiale du commerce va débattre sur cette proposition. L'Afrique du Sud, les pays riches, et vous l'avez dit, Jérôme, les pays ont exprimé qu'ils ne soutiennent pas cette initiative. Il est possible un volume fort de pays émergents et de pays en développement puisse prendre une position. C'était le cas d'ailleurs pour la VIH et que l'on puisse éventuellement mobiliser la communauté du monde entier, la communauté globale pour que cet aspect soit quand même inclus sur l'agenda et pouvoir exercer une pression sur d'autres instances. COVAX et l'OMS, faut-il le dire, Organisation mondiale de la santé, quant à cette stratégie multilatérale d'accélération, il faut le dire, aucune position a été adoptée par eux, une posture quelconque. Ils préfèrent le modèle capital-risque, mais sans toucher, pour ainsi dire, les brevets. Nous sommes là, c'est malheureusement ça. Non, je voudrais juste ajouter… Ça va être une très belle question géopolitique. Hein. Donc, au-delà du droit, nous savons que ça va être une question géopolitique. On l'oublie souvent dans ces grandes questions de santé publique internationale. C'est de la géopolitique, que ce soit pour l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Alors, si on veut réfléchir, si les vaccins chinois, parce que la Chine, ça change de… Vous voyez, quand on était à Doha en 2001, la Chine ne pesait pas dans le monde. Or, aujourd'hui, la Chine pèse beaucoup. Si les vaccins chinois sont des vaccins performants, peut-être le vaccin russe également, je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage au niveau mondial et que la Chine pourra jouer des intermédiaires en les pays de développement et les pays du Nord, en clair l'Europe et les États-Unis, qui sont un petit peu des puissances anciennes et d'une certaine manière égoïstes, hein, il faut bien dire, ça s'est toujours passé comme ça, même si au niveau de… Mais quand on voit déjà en Europe, vous ne le savez peut-être pas, mais là les gens qui sont européens, qui vivent l'Europe va assez mal. Hein. La solidarité européenne, ça se passe très mal en Europe, puisque vous avez vu, il y a 2-3 ans, les Anglais ont dit on part. C'est vous dire à quel point l'esprit solidaire est quand même très compliqué. Donc l'Union européenne, c'est un grand projet qui est en train de décliner, malheureusement. Donc vous voyez que même chez nous, on ne croit plus beaucoup à l'aspect solidaire. Alors quand on veut le faire au niveau international, ça paraît encore plus ambitieux et totalement utopique, malheureusement. C'est un peu cette impression qu'on a en Europe, c'est que déjà entre nous, Européens, on a du mal. Alors s'il faut se mettre à 192 États membres de l'OMS, ça va devenir très difficile.
Mais je veux bien croire que voilà, on pourra peut-être passer par des États intermédiaires. Pourquoi pas la Chine, hein? La Chine n'est pas forcément le seul diable. On lui fait toujours porter ce rôle. Elle peut peut-être avoir un rôle intermédiaire entre ces États du Sud et maintenant ces États du Nord. Peut-être. Moi, je pense que ça va dépendre aussi de l'efficacité des produits. Quels seront les laboratoires qui seront. Est-ce que il y a trop de questions. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais je suis assez sceptique sur le sort de déroulement de l'accord TRIPS, enfin des débats. Merci. Et l'autre problème qui a été posé par Claudia, c'est le problème de la logistique. Et nous savons actuellement que bien, les vaccins actuels, pour conserver la chaîne des froids, c'est compliqué, même à +4, dans les pays du Sud, dans les pays tropicaux. Naturellement, les deux vaccins qui sont là, on peut dire qui sont plus en tête avec l'induction d'une immunité dite protective, sont des vaccins qui vont nécessiter des logistiques complètement différentes à l'actuel. Qu'est-ce qui est prévu dans les tests à la communauté européenne? Qu'est-ce qui est prévu en Colombie? Bueno, si hablamos de las vacunas de ARN mensajero. Bien, alors, si on parle des vaccins à ARN messager, et même si on n'en connaît pas spécifiquement l'efficacité et qui parle d'ultra-congélation, eh bien la Colombie, malgré l'un des meilleurs programmes nationaux de vaccination et une bonne infrastructure, ne sera pas capable d'avoir la capacité pour stocker et distribuer des vaccins en ultra-congélation. Vous savez, utiliser dans certaines zones tropicales, dans la Guajira, l'Amazonie ou le Choco, à l'ouest de notre pays, le long de la côte pacifique, des congélateurs à moins 70 degrés ou en ultra-congélation à d'autres températures, impliquerait un investissement et un défi logistique qui est totalement irréaliste pour la distribution de tout vaccin contre la COVID-19. Si nous parlons des professionnels de la santé, il y a environ 800 000 personnes en Colombie, 2 doses, un rappel tous les combien. Et si nous parlons des plus de 65 ans, on monte à 5 millions de personnes, c'est-à-dire 10 millions de doses. Dans quelles conditions va-t-on pouvoir mener à bien un programme de vaccination par étapes? Donc la thermostabilité est un élément intrinsèque de sécurité, d'efficacité, mais aussi d'accès. C'est le message qui est fondamental pour ce débat et qui est celui qui est formulé actuellement par les milieux universitaires et académiques. Pfizer a demandé que les investissements logistiques soient faits avant la distribution du vaccin pour en garantir la stabilité. Donc la Colombie devrait choisir les régions dans lesquelles elle va choisir d'investir, ce qui représente une mobilisation de ressources considérable pour un seul vaccin. Je crois qu'aucun pays ne dispose aujourd'hui d'infrastructures d'ultra-congélation. Il faudrait que tout le monde fasse ce genre d'investissement. Oui, ben, Oui. pour la France, nous ne savons pas plus. Donc, je vous ai expliqué, il y a déjà la précommande au niveau de l'Union européenne, et ensuite, ce sont les États qui sont les acquéreurs finaux des vaccins. Et donc, à eux, évidemment, de les mettre à disposition de leur public, de répartir, de décider de la politique vaccinale. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que ce sont les professionnels de santé, etc. Alors, les deux vaccins en question, si vous voulez,
En France, il y a déjà eu des consignes d'acheter de ces réfrigérateurs à moins 80. Alors, ils ne savent absolument pas ce qu'il faut, mais ils ont téléphoné aux hôpitaux de Paris pour acquérir ce genre de congélateur. Mais il n'y a pas que les congélateurs, il y a aussi, vous savez qu'il n'y aura pas les seringues pour les vaccins. Et en fait, on ne sait toujours pas, je ne sais pas si c'est de l'intramusculaire ou du sous-cutané, donc il faut les aiguilles. Alors, ils sont en train de demander aux hôpitaux, mais préparez-vous. Et les hôpitaux disent, mais on achète quoi? Quel réfrigérateur? Du sous-cutané ou de l'intramusculaire? Parce que ce n'est pas la même aiguille, hein, je vous signale. Donc, si on commande 1 milliard d'aiguilles sous-cutanées et qu'on arrive avec des intramusculaires, vous voyez un peu le bazar généralisé. Donc, en fait, on en est là à l'heure où je parle. Je vous le rapporte de collègues qui sont dans les hôpitaux de Paris. Et ils ne savent pas, on leur dit simplement qu'il faut se préparer, alors tout le monde achète des frigos à moins 80 parce qu'il y a quelques filières, alors ils ont commandé. Il y a quelques endroits stratégiques en France où le ministère a décidé d'acheter des frigos. C'est vrai que c'est un problème supplémentaire, on disait par rapport aux médicaments anti-sida, c'est que ces vaccins-là nécessitent évidemment une conservation de la chaîne du froid, et que les pays évidemment plus chauds, enfin remarquez, même à 0 degré, s'il faut être à moins 80, que ce soit au nord ou au sud, il faut de toute façon des réfrigérateurs, et ça va être un vrai problème. Mais je me mets aussi à la place, essayons de se mettre à la place des gouvernants. Vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas ne pas faire... C'est terrible de se dire je dois décider, je vais attendre 1 an le vaccin peut-être plus traditionnel qui posera moins de problèmes. Il se trouve malheureusement, si j'ose dire, que les vaccins les plus compliqués mais les plus innovants, c'est ces deux-là. Quel gouvernement oserait dire aujourd'hui je ne suis pas prêt à les acheter? Ça ne serait pas possible à soutenir à leur opinion publique. C'est terrible, hein, je me mets à la place, ça doit être terrible hein, d'être ministre de la Santé aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde. Ça doit être terrible. Et nous avons 2 questions de nos publics. Une question concerne la Commission européenne achète à l'avance des doses, entre guillemets, des vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Bon, alors, les questions de conflit d'intérêts, c'est la Commission européenne, ça reste quand même un organisme politique. Hein. Vous savez qu'elle est dirigée par une Allemande, hein, Ursula von der Leyen, qui est... Bon, vous avez la commissaire chargée de la santé, qui est chypriote, vous avez comme ça toute une série de commissaires. Donc, ce ne sont pas des grands politiques au niveau national, mais ce sont des personnes qui ne sont pas... Ils ont c'est un peu l'équivalent de ministres. Hein. Donc, ce ne sont pas des techniciens. Alors, les conflits d'intérêts, je ne les vois pas spécialement entre la commission et les laboratoires. Moi, je vois surtout une relation très déséquilibré de puissance. Vous avez des laboratoires qui offrent des produits, de l'autre, vous avez une Union européenne qui les achète. Là encore, je me mets à la place de cette Commission européenne. En plus, je vous rappelle qu'elle est toute nouvelle, elle vient d'être installée depuis l'année dernière. Donc, comment voulez-vous que la Commission européenne dise on va prendre notre temps, on ne va pas acheter tout de suite les produits? Donc, les histoires de conflits d'intérêts, je ne les sens pas trop. Elle pourrait se poser plutôt à l'agence européenne, au niveau des techniciens. Là, oui, mais pas au niveau politique. De toute façon, il y a trop de surveillance. Ce n'est pas un problème au niveau de la Commission. Mais au niveau, évidemment, des techniciens, mais il y a des procédures de déclaration de lien. Je ne suis pas sûr que ça joue. Moi, je trouve que le problème, ça sera un problème d'abord de déséquilibre de puissance. Ceux qui offrent les produits sont dans une situation énorme de puissance économique vis-à-vis de ceux qui vont les acheter. Ouais. Si ces produits sont très efficaces, ces laboratoires-là feront ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est terrible, c'est le déséquilibre de puissance économique que l'on aura derrière cette question des vaccins. Si les vaccins sont efficaces, il est évident que les laboratoires seront tout puissants. Et même au niveau des États, regardez comment l'administration Trump a eu du mal à faire baisser le prix des médicaments, notamment anti-sida aux États-Unis. Ils ne sont pas parvenus. C'est l'État fédéral des États-Unis qui n'arrive pas à faire plier la Big Pharma.
Donc l'Union européenne n'arrivera pas non plus à le faire plier. C'est plus ce rapport de déséquilibre. Je ne vois pas tellement les histoires de conflits d'intérêts, je vois surtout des gens qui seront démunis, désemparés, qui auront une pression publique énorme et qui malheureusement pourront éventuellement faire des bêtises, oui, c'est sûr, mais ça on ne le saura qu'après. On a une question pour Claudia. Est-ce que vous pensez qu'une vaccination contre la COVID sera obligatoire en Amérique latine? Antes de responder la pregunta, solo quisiera hacer una anotación frente a lo anterior. Avant de répondre à cette question, je souhaite juste faire une remarque concernant le point précédent. Le pouvoir de l'industrie pharmaceutique et la forme d'extorsion que celle-ci utilise est de ne pas révéler leur mécanisme de négociation avec les gouvernements. Éviter que les conditions de négociation d'un gouvernement soient connues par les autres. Par rapport au nombre de doses qui vont être achetées, à quel prix, les engagements anticipés qui sont pris et les conditions dans lesquelles les clauses d'exemption de certains aspects de la propriété intellectuelle sont faits. Tout ceci est profondément obscur. Et donc, c'est un mécanisme d'extorsion. Et le vaccin contre cette extorsion, si vous me permettez l'expression, c'est la transparence, bien sûr, que les gouvernements demandent des niveaux plus importants de transparence et qu'au sein des espaces multilatéraux où différents acteurs sont présents, l'on exige également de la transparence. Le vaccin à long terme contre l'extorsion par les prix, c'est la transparence. Et concernant la question spécifique de l'obligation d'une vaccination en Amérique latine, eh bien, je pense qu'un obstacle sera la confiance des citoyens dans ces vaccins, compte tenu des procédures si exceptionnelles dans lesquelles se sont développés ces vaccins, les procédures de recherche, d'autorisation, etc. Et je pense que informer de façon appropriée sur ces procédures permettrait d'éviter la méfiance des citoyens face à ces vaccins. Mais le manque de transparence implique que de nombreux citoyens refuseront probablement ce vaccin. Il y a des initiatives en Colombie qui visent à établir par des voies légales une obligation de vaccination, mais je ne pense pas que ceci fonctionnera et l'idéal est probablement de maintenir une bonne communication au moment d'entamer les procédures de vaccination plutôt que d'obliger les populations à se vacciner. À la fin. Et une question pour tous les deux, c'est concernant la sécurité des vaccins, comme vous l'avez dit, Claudia, c'est-à-dire que vu les procédures accélérées qui ont eu ces vaccins, et quelle sera la responsabilité des gouvernements ou de la communauté européenne vis-à-vis les effets secondaires délétères de la vaccination? Claudia, quelle est la position de Colombie? Pero este tema ha sido muy polémico. Eh bien, c'est un sujet qui fait polémique, bien sûr, et qui a trouvé sa place dans les médias depuis plusieurs semaines. Par l'intermédiaire d'un mécanisme juridique, on a demandé l'adoption d'une loi qui exonère les laboratoires pharmaceutiques de façon totale sur les effets secondaires qui puissent être impliqués par leur vaccin. Le ministre de la Santé a fait une déclaration
qui explique que c'est une exigence imposée par les laboratoires pharmaceutiques qui peut déterminer l'autorisation ou non de la vente à un État en particulier, ce qui est encore une fois un moyen de pression, une extorsion. Et je suis d'accord avec Jérôme, je ne voudrais pas non plus être à la place d'un ministre de la Santé aujourd'hui, sachant que un laboratoire pharmaceutique peut imposer un nouveau régime de responsabilité qui exonère totalement les laboratoires de leur responsabilité en la matière. Beaucoup d'organisations sociales et d'organisations scientifiques ont manifesté leur désaccord concernant cette obligation et ils ont proposé un mécanisme alternatif qui est la conception de protocoles de surveillance intensifs une fois que les initiatives de vaccination commenceront afin d'établir un suivi et la mise en place ou la mise sur pied d'un fonds commun qui permettent de couvrir par des mécanismes de co-responsabilité toute responsabilité qui découle de ces vaccinations. C'est donc un mécanisme de co-responsabilité qui permettrait de réduire les doutes des citoyens face à ces annonces des laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent se libérer, se laver les mains de tout problème face aux vaccins qu'ils ont développés si rapidement. Jérôme? Oui, alors c'est compliqué évidemment pour la responsabilité en Europe et dans chaque État membre. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué d'abord parce que nous ne savons pas tout, effectivement, puisque les contrats d'achat sont secrets et qu'il est clair qu'a été négocié dans ces contrats d'achat des clauses d'exemption de responsabilité. Mais sur le plan du droit, l'Union européenne n'a pas modifié sa législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Le texte de base, qui est une vieille directive de 85, n'a pas été modifié. On a modifié beaucoup de textes grâce ou à cause du Covid, mais on n'a pas touché à celui-là. Donc, il semble bien qu'au regard du droit, si un patient est victime d'un effet nocif du vaccin, un défaut de sécurité, il faudra qu'il prouve son défaut de sécurité, mais si c'est un défaut de sécurité du vaccin qui est en cause et qu'il y a un lien de causalité avec son préjudice, il pourra se retourner contre le fabricant. Ça, c'est la règle. Ce que l'on ne sait pas, et ce qu'on imagine et ce qui semble avoir été dit dans la communication de la Commission européenne, c'est qu'il a bien été négocié, évidemment, une sorte d'assurance de responsabilité de la Commission sur les dommages, c'est-à-dire que la Commission serait une sorte de réassureur de ces dommages causés par les vaccins. Et ça, c'est ce qui a été négocié dans ces contrats et on n'a pas accès à ces clauses. Donc, est-ce que c'est lié au prix, c'est-à-dire que le prix va être suffisamment élevé pour intégrer ce coût du risque, ou est-ce qu'il y aura une enveloppe prenant en charge a posteriori toute l'indemnisation des victimes liées à ces vaccins? Le discours des laboratoires étant de dire, comme nous passons par une procédure de toute façon d'AMM d'urgence, conditionnelle, anticipée, il peut évidemment y avoir plus de risques. Donc l'exonération de risque pour risque de développement, elle est reconnue en Europe, même si elle est en même temps laissée à l'appréciation de chaque État. Donc en plus, après au niveau des États, nous n'avons pas la même façon de reconnaître ou non le risque de développement. La France le reconnaît. La France reconnaît le risque de développement, donc on peut exonérer un fabricant de vaccins pour risque de développement. Ça, c'est reconnu en France, mais ce n'est pas tous les États membres. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Et puis, c'est surtout complexe parce qu'en fait, il y a des choses que l'on ne sait pas et qui sont dans ces contrats d'achat, là, les 6 contrats qui ont été négociés avec ces fabricants de vaccins. Il est évident qu'il y a des clauses qui prévoient ces questions d'indemnisation pour que les laboratoires fassent payer à la collectivité l'indemnisation du risque consenti par la mise sur le marché précoce de produits qui pourraient s'avérer. Il y avait eu, on s'en souvient, en Europe et en France, des problèmes avec le vaccin H1N1. Vous savez, la grippe H1N1, on a eu quelques problèmes d'indemnisation en France. Si le vaccin était rendu obligatoire en France, c'est l'État qui indemniserait.
Mais comme l'État a décidé de ne pas le rendre obligatoire, en principe, c'est la responsabilité du laboratoire. Mais derrière, il y a tous ces contrats, effectivement, auxquels nous n'avons pas accès, même si la Commission a clairement indiqué que les laboratoires avaient demandé à ce que soit couvert une part de prise en charge du risque. Bien. Je suis désolé pour les autres questions, mais on arrive à la fin. Je remercie beaucoup au professeur Claudia Vaca et au professeur Jérôme Peigné pour la discussion et pour les présentations qui ont été bien accueillies, très excellentes par les gens, les spectateurs. Et je vous rappelle que nous avons encore un dernier séminaire la semaine prochaine, à la même heure, le même jour, et espérons que vous soyez aussi nombreux pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. Merci beaucoup. Une petite intervention, parce qu'en fait, ça sera le jeudi. Nous nous verrons, non pas le mardi, Daniel. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas pour cette modération. Merci, professeur Peigné, merci, professeur Vaca. Et la semaine prochaine, nous nous verrons donc le jeudi 1er sur le thème de l'anticipation de la recherche scientifique en vue des prochaines pandémies. Et nous aurons le plaisir d'accueillir les 2 ambassadrices de France en Colombie, Madame Michèle Ramis, et l'ambassadrice de Colombie en France, Madame Viviane Morales, qui feront les propos introductifs de cette dernière session du webinaire. Donc, ce sera jeudi prochain, 1er décembre, à 15h heure française, à 9h heure colombienne. D'ici là, portez-vous bien et encore merci pour ces discussions et ces présentations fort instructives. Au revoir. Au revoir.